Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Éric Simonet, responsable des relations avec les investisseurs à la banque Triodos, qui fait la promotion d'une pratique durable et transparente du métier de banquier depuis les années 1980, figurez-vous, et qui propose aussi une masterclass pour mieux comprendre l'investissement à impact. Comment décarboner le transport fluvial? Ce sera le zoom de notre émission dans lequel on découvrira notamment les investissements réalisés par la communauté portuaire de Paris pour verdir ses bateaux. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai My Cosmétique qui propose de fabriquer soi-même ses produits de beauté facilement et en toute sécurité. Voilà, banque, transport, cosmétique, 3 univers et 30 minutes pour les découvrir. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Éric Simonet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable des relations avec les investisseurs à la banque Triodos, banque néerlandaise fondée en 1980. Et originale. Quelle est l'originalité de cette banque? Alors, la banque Triodos, elle a été fondée par des gens qui ne venaient pas du système bancaire, oui. Par des professeurs, des économistes, avec pour ambition de réorienter les flux d'épargne vers des projets durables et environnementaux. Donc, à titre d'exemple, les premiers grands champs éoliens aux Pays-Bas ont été financés par ce groupe d'investisseurs. Parce que dans les années 80, c'était sacrément pionnier d'avoir cette démarche-là. Voilà, c'était vraiment 84, 85, ouais. Les tout débuts. Et donc, ils ont fondé cette banque avec l'idée de financer le changement et changer également les pratiques financières. Et puis, elle s'est développée donc, depuis les Pays-Bas vers la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne, où elle est présente. Et puis, en France et ailleurs en Europe, pour lequel moi j'interviens, c'est la partie société de gestion avec la gestion de fonds d'investissement. Donc, de promouvoir auprès des épargnants des véhicules d'investissement d'épargne, mais véritablement durables, ayant un impact positif. Ouais, si on prend quelques exemples, Triodos, je crois, gère plus de 23 milliards d'actifs. Alors la banque, oui, la banque gère 23 milliards d'actifs, 23-24 milliards d'actifs, et la société de gestion, Triodos IM, gère 6,4 milliards. Et alors, Triodos IM, la société de gestion dont vous êtes membre, des exemples de projets ou de leviers que vous activez aujourd'hui autour de projets durables ou de projets à impact. Et on va alors il y a deux créneaux sur lesquels on intervient. On intervient sur tout ce qui est financement coté. Donc c'est d'investir dans des sociétés dont le service ou le produit a un impact positif. Donc ça peut être on peut être actionnaire de sociétés comme Vestas par exemple, ou de sociétés. Comment vous les choisissez? Alors on les choisit. On a déterminé 5 grands thèmes de transition. On a des enjeux de transition qui sont fondamentaux, qui sont là. On peut plus fermer les yeux. Et donc on a déterminé 5 grands enjeux de transition. C'est tout ce qui est lié à l'alimentation et à l'agriculture, tout ce qui est lié aux ressources, tout ce qui est lié aux énergies renouvelables, au bien-être et santé, et puis tout ce qui est à l'inclusion sociale. Donc les sociétés qu'on sélectionne doivent avoir un produit ou un service qui est relié à un de ces thèmes de transition. Donc on est extrêmement précis et focus sur ces thèmes. Et puis ensuite, c'est de s'assurer aussi qu'il n'y a pas d'impact négatif irrémédiable pour s'assurer qu'il y a un véritable impact positif environnemental et social. Donc c'est comme ça qu'on identifie les sociétés et qu'on monte des portefeuilles. Donc ça, c'est pour les sociétés cotées. Ouais. Et puis sur le non coté, on a 3 grandes stratégies. Une stratégie sur l'alimentation durable. Donc on était actionnaire par exemple de Harry & Co ou de Bendy en France, où donc on vient apporter du capital, et puis aussi des stratégies sur les énergies renouvelables, donc les éoliennes, le photovoltaïque, mais également tout ce qui est stockage, batterie, grid de déploiement, et puis une singularité, une grosse expertise sur tout ce qui est la microfinance, le microcrédit, et donc le financement de l'activité économique dans les pays émergents au travers de la microfinance. Et à l'inverse, il y a des activités ou des entreprises que vous ne financez pas, que vous refusez de financer? Exactement, donc on ne finance pas les activités liées aux énergies fossiles, liées aux OGM, liées aux pesticides, liées à l'armement. Alors je sais que c'est très à la mode en ce moment. Et puis il y a des sociétés dans lesquelles on n'investit pas par exclusion naturelle, mais par souci de ne pas être schizophrène. Par exemple, on n'investit pas dans les grandes banques ou dans les grands asset managers, puisque eux-mêmes financent des secteurs que nous, on exclut. Donc, on est rationnel jusqu'au bout. On va parler de ces masterclass que vous organisez, évidemment, dans la seconde partie de cette interview, mais quand même un mot des énergies fossiles.
il y a tout un débat qui est notamment porté par le patron de Total Energy pour dire bah oui, mais il faut continuer de financer. Alors là, il ne va pas dire le contraire, les énergies fossiles, parce qu'on est les mieux placés pour financer la transition vers les énergies renouvelables. C'est nous qui mettons le plus d'argent finalement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui et non. Bon, déjà. D'un principe financier vraiment très, très simple, il y a des actifs échoués et vous n'avez pas envie d'investir dans des actifs qui vont disparaître. Et le pétrole, d'après les dernières études disponibles, on sait qu'on a des capacités jusqu'à 2050. Donc, quid après 2050? Et 2050, c'est demain. Donc ça ne sert à rien d'investir dans des activités qui vont disparaître. Investir massivement. Donc, continuer de traiter des actifs qui sont existants, c'est une chose, parce que de toute façon, on a besoin de pétrole. Oui. Moi aussi, je consomme du pétrole, comme tout le monde. L'industrie chimique consomme du pétrole, et l'industrie chimique, c'est l'industrie des industries, donc sans chimie, on ne fait rien. Mais le gros du financement doit aller vers les alternatives, vers qu'est-ce qui va se passer demain. Total finance beaucoup, effectivement, d'énergie renouvelable, mais finance aussi par acquisition beaucoup de projets déjà existants. Donc, ils ne financent pas du nouveau, ils financent de l'existant, ou ils rachètent de l'existant pour diversifier leurs assets et puis pour verdir un peu leur image. Tous vos fonds sont notés SFDR 9, alors il faut rappeler de quoi on parle. C'est le niveau supérieur de l'engagement en quelque sorte. L'Europe a classé les produits d'investissement dans une classification SFDR 9, c'est les fonds à impact, c'est moins de 5% des fonds disponibles sur le marché et c'est des fonds qui ont une véritable vocation d'avoir un impact positif et de ne pas avoir d'impact négatif irrémédiable. Donc c'est en somme monétaire, c'est important, en part de marché du nombre de fonds existants, c'est très peu. Ensuite, vous avez l'article 8 qui sont plutôt les fonds durables type ESG, best in class, et puis les fonds article 6 qui sont les fonds qui n'en ont cure. Est-ce que ça fait partie de ces masterclass, s'y retrouver dans une réglementation ou des acronymes qui peuvent être complexes, voire totalement méconnus? Un des grands enjeux, quand on se parle on est distributeur de fonds, donc on distribue des produits d'investissement. Un des grands enjeux, un des grands problèmes, c'est la crédibilité. Déjà, est-ce que vous êtes crédible sur ce que vous faites? Et j'espère que Triodos est perçu comme étant crédible. Et puis également la transparence, parce que de la transparence naît la confiance. Or, la finance verte, aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire. Il y a eu énormément de greenwashing, de non-marketing, green impact, green vert, qui ont attiré les investisseurs, parce que les investisseurs ont une vraie volonté de changement et de financer le changement. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a un défaut de connaissances et d'éducation sur ce que sont les véritables enjeux de la finance durable, de la finance à impact. Et donc, Triodos a lancé ces 4 masterclass pour expliquer qu'est-ce que c'est véritablement que la finance à impact par rapport à la finance durable, par rapport à la finance traditionnelle. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment est-ce qu'on mesure l'impact? Comment est-ce qu'on identifie les impacts que l'on souhaite voir progresser? Parce qu'effectivement, quand vous investissez dans des batteries électriques, ou vous investissez dans des éoliennes, ou vous investissez dans de la santé, les impacts recherchés ne sont pas les mêmes. Donc qu'est-ce qu'on vérifie? Qu'est-ce qu'on mesure? Comment on le mesure? Elles sont organisées, enfin, on peut s'inscrire, à qui elles s'adressent? Alors, elles s'adressent à tout type d'investisseurs. On les a fait suffisamment accessibles pour que ce ne soit pas uniquement une histoire de professionnels. C'est des vidéos qui font entre 7 et 10 minutes. Donc, Triodos étant une boîte néerlandaise, on les a faites en anglais et sous-titrées dans plusieurs langues. Donc pour le marché français, il y a les quatre vidéos, mais il suffit d'aller sur le site de Triodos. Il suffit d'aller sur le site Triodos pour les trouver. Tapez Masterclass Triodos et vous accéderez directement. Les grands termes abordés, vous les avez évoqués: investissement durable, gestion de l'impact, mesure de l'impact, ou encore engagement auprès des sociétés. Sur la mesure de l'impact, il y a une dimension qui est intéressante, c'est, on en parle souvent dans cette émission, la nouvelle réglementation européenne sur le reporting extra-financier, la CRCRD. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change énormément de choses parce qu'auparavant, quand vous étiez un gestionnaire à impact ou vous étiez une société, là je me parle vraiment du côté société qui a une activité quelconque, si vous étiez vert ou avec un désir d'impact, vous étiez obligé de reporter sur la véracité de votre impact.
Mais par contre, si vous étiez une activité absolument pas du tout à impact, avec des impacts négatifs, vous n'aviez rien à faire, rien à dire. Aujourd'hui, ce que ça va apporter, c'est que les sociétés vont devoir reporter sur leurs impacts positifs et sur leurs impacts négatifs. Et ça, c'est crucial pour justement avoir une plus grande transparence sur quels sont les enjeux, quels sont les impacts, et tout le monde va reporter sur un même pied d'égalité. Merci beaucoup Éric Simonet et à bientôt sur Bismart for Change. On passe au débat de ce Smart Impact, comment décarboner le transport fluvial. Comment décarboner le transport fluvial? C'est le zoom de ce Smart Impact avec Grégoire Jourdan-Gassin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général de la communauté portuaire de Paris. Déjà, on va commencer par présenter ce qu'est la communauté portuaire de Paris. Qui représentez-vous? Alors, la communauté portuaire de Paris, c'est l'association des opérateurs économiques de la Seine et des canaux à Paris et en Île-de-France. Donc, on a des membres qui sont très variés. Ça va des bouquinistes aux bateaux-mouches, en passant par les boîtes de nuit, les industriels. Tous ceux qui sont finalement dans l'écosystème de la Seine, quoi. On est l'écosystème de la Seine et des canaux. Et on a à peu près 50% de nos membres qui ont des activités fixes, à quai ou à flot, et 50% qui ont des activités navigantes. Alors, si on parle des bateaux, de quels bateaux on parle? Alors, on parle de bateaux de transport de passagers, la majorité d'entre eux, et de bateaux industriels. On parle des bateaux qui ont une activité résidente sur le bief parisien et sur le territoire parisien, donc qui ont un port d'attache et qui naviguent dans Paris et qui reviennent à leur port d'attache. Juste pour bien comprendre, vous ne représentez pas les péniches qu'on voit passer, ça c'est autre chose. Sur ces bateaux, quels objectifs vous vous êtes donnés en matière de décarbonation? Parce que ce sont des bateaux qui, d'origine, carburent à quoi? À l'énergie fossile, j'imagine, au GNR, au gazole non routier. En majorité, il y a certains carburants un peu plus raffinés qu'on appelle le GTL qui sont majoritairement utilisés aujourd'hui à Paris. Mais donc on est sur des moteurs diesel, des moteurs de camions. Et on a des bateaux qui ont des durées de vie qui sont très importantes sur le fleuve. C'est-à-dire que l'âge moyen des bateaux à Paris, il est de plus de 60 ans. Donc une remotorisation dans la vie du bateau sur ces 60 ans, c'est quelque chose de relativement normal. C'est une opération de maintenance. Sauf qu'on a voulu donc, se focaliser sur ces flottes-là et ne pas entamer une transition énergétique par la mise à la casse des flottes qui existent. Donc on a voulu profiter de cette opération de maintenance pour changer de technologie, mettre des moteurs électriques ou hybrides, et donc décarboner l'exploitation de ces bateaux-là. Alors, c'est combien de bateaux au total? C'est 150 bateaux à peu près. 150 bateaux. Et donc, qu'est-ce que ça représente de changer un moteur? Parce que ce n'est pas un petit moteur de petite voiture, quoi. De changer un moteur sur un bateau de transport de passagers sur la Seine. Non, exactement. Alors, d'un point de vue technique, c'est relativement maîtrisé, mais c'est une démarche qu'on a commencé en 2019. On a pris un échantillon de 12 bateaux qui représentaient les usages énergétiques des 150 bateaux qu'on avait recensés. Et on a regardé techniquement ce qu'il était possible de faire. On a eu des surprises. Par exemple, sur certains bateaux promenades, donc, qui peuvent faire 11 rotations par jour d'une heure à une vitesse importante, on a vu que c'était possible de les remotoriser en zéro émission, 100% électrique. Chose qui n'était pas intuitive. Donc ça, c'est des bateaux qui ont été faits, qui ont été remotorisés depuis. Et ce sont des investissements qui sont quand même très lourds, puisqu'on parle de 120% en moyenne de la valeur marchande des bateaux. Ok, donc on va reparler de la capacité des entreprises à financer cet investissement dans un instant. Mais donc on peut, il a fallu faire du cas par cas, c'est ça ce que je comprends? Exactement. En fonction du bateau, on choisit telle ou telle motorisation de remplacement? Exactement. En fait, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que contrairement à du thermique, à du gasoil, pour lequel on n'a aucune contrainte, on a une autonomie d'1 semaine, de 2 semaines parfois. Quand on dimensionne quelque chose en électrique ou en hybride, on va dimensionner l'énergie embarquée en fonction de l'activité.
C'est-à-dire qu'on va chercher, vu que les batteries sont lourdes, volumineuses et chères, on va chercher à mettre exactement ce dont le bateau a besoin. Et donc ça passe par des études détaillées et c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de systématisation, on n'a aucun bateau qui se ressemble et on a chaque bateau qui a un exemplaire unique. Vous nous disiez 150 bateaux concernés. Ce sont des flottes de navires importantes, c'est-à-dire qu'il y a un opérateur qui en possède 80 ou alors c'est plutôt des petites entreprises? Alors, ouais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est sur un nombre de bateaux moyens par entreprise à Paris de 3 bateaux. Ah, c'est pas énorme. Ouais. C'est pas énorme. Et quand on enlève les plus grandes flottes, on tombe à 1,7 bateaux. Donc en fait, on a énormément d'acteurs qui ne travaillent qu'avec un bateau. Donc quand on leur demande de verdir leur flotte, de faire des investissements lourds et d'immobiliser leur bateau pendant plusieurs mois, c'est vraiment des décisions qui sont fondamentales dans la gestion de leur entreprise. Et donc, de fait, impossible à prendre sans un système de subvention, d'incitation. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour accompagner finalement les propriétaires de ces bateaux? Oui, alors nous, on a essayé de fédérer cette démarche collective et on a essayé de construire l'écosystème qui était favorable à cette transition énergétique. Donc, on accompagne les entreprises qui sont donc des TPE, pour la grande majorité d'entre elles. On les accompagne dans leur demande d'aide publique, puisqu'il y a des dispositifs qui existent au niveau de Voies navigables de France et de l'ADEME. On a aussi créé des certificats d'économie d'énergie pour venir financer avec des financements privés d'énergéticiens des opérations de remotorisation ou de construction de bateaux neufs vertueux. On a aussi mis en place des plateformes de financement avec des fonds d'investissement à impact pour proposer des financements et on entretient cette démarche-là d'un point de vue technique aussi en référençant un certain nombre de bureaux d'études pour capitaliser sur l'expérience et sur les dossiers. Et nous, on fait surtout le lien entre les porteurs de projets et les différentes administrations. Et on l'a fait notamment dans la perspective des JO qui ont eu un rôle certain dans le verdissement du fleuve. Alors, ça, je veux bien qu'on détaille à quel point l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a été un accélérateur pour ce verdissement de la flotte fluviale de Paris. 150 bateaux, combien sont verts aujourd'hui? 46. 46. Il y avait une date limite, c'est-à-dire que est-ce que le comité d'organisation des Jeux Olympiques ou la mairie de Paris ou les deux vous ont mis la pression en disant on veut des bateaux verts pour les JO? On s'est mis la pression tout seul, c'est-à-dire qu'on s'est fixé l'objectif au niveau de la profession de livrer 40 bateaux verts au moment des Jeux. Et on a travaillé avec tous les services de l'État et les services des différentes administrations pour essayer de driver et d'accélérer au maximum les projets. On a notamment mis en place un dispositif, Aropa Port, donc le port de Paris, a mis en place un dispositif incitatif pour les flottes qui s'engageaient à se verdir dans leur totalité et qui s'engageaient à livrer un premier bateau avant le 1er juin 2024. Donc ça a été... Donc ceux-là ont touché plus de subventions ou d'incitations, c'est peut-être pas des subventions, mais que les autres, quoi. Ils ont eu une extension de leur convention d'occupation temporaire du domaine public. Donc ils ont eu plus de temps pour amortir leur investissement. Ok, c'est logique. Ouais. Et est-ce que ces bateaux-là, les 40 et quelques, on les a vus lors du défilé des athlètes prioritairement? Alors, on en a vu une trentaine. Alors tous n'ont pas pu y aller pour des raisons soit opérationnelles, soit de choix esthétiques ou aussi opérationnels sur le déroulé du show. Mais une trentaine a défilé. Ça veut dire que il y a eu un coup d'accélérateur. S'il n'y avait pas eu les JO, vous dites démarche collective enclenchée en 2019, est-ce que vous avez déjà la perspective des Jeux Olympiques à ce moment-là? Je ne me souviens plus de la date à laquelle la France obtient les Jeux, mais c'est à peu près par là, quoi. Ouais, et puis, alors, on avait les JO comme jalon. On n'était pas encore, au moment où vraiment la démarche a été initiée, on n'était pas au courant, ou c'était pas confirmé que la cérémonie se fasse sur la Seine et sur les bateaux. Il y a eu des débats longs pour savoir si on allait y aller ou pas. Donc, en fait, ces Jeux, ça a été une vitrine, mais c'était l'un des jalons. 2024, c'était aussi une année charnière, puisqu'il y a les zones à faible émission qui devaient commencer à s'appliquer à la route. Le transport fluvial, de manière générale, passagers et marchandises, on considère qu'il est plus vertueux que le transport routier, parce qu'il permet de massifier, parce qu'on dépense moins d'énergie pour se mouvoir. Et donc, on ne voulait pas perdre notre avantage environnemental vis-à-vis du secteur routier, et c'est pour ça qu'on a voulu initier cette démarche, pour ne pas être les derniers véhicules qui fument en ville à l'horizon 2030, et donc les ZFE
step 2. Ouais, donc c'est déjà un bel effort, mais il reste une centaine de bateaux à verdir. Donc vous avez déjà le calendrier, vous savez où vous allez? Alors il y a autant de cas de figure que de compagnies, que de sociétés. Il y a des bateaux qui ne vont pas être motorisables et qui seront remplacés par d'autres unités pour des raisons techniques ou des raisons économiques. En fait, on a étendu notre démarche désormais au niveau national. On travaille avec Entreprises Fluviales de France, qui est la fédération professionnelle, et avec l'ADEME et Voies Navigables de France, dans le cadre d'un programme de certificat d'économie d'énergie. Et donc, on a étendu cette démarche-là au niveau national. Actuellement, on a 36 bateaux qui sont en cours d'étude au niveau national. Certains sont quand même à Paris, mais on a des dossiers sur tous les bassins de navigation, sud-ouest, nord-est. Il y a des entreprises qui sont trop, entre guillemets, fragiles pour investir, même si vous avez mis en place un dispositif, on a bien compris, d'accompagnement important, qui disent tout simplement, on ne peut pas. Oui, il y en a. C'est aussi pour ça qu'on avait mis en place l'outil de financement avec un fonds d'investissement à impact, puisque c'était des financements, c'était des sociétés qui ne pouvaient pas se financer auprès de banques. On l'a créé dans le contexte post-Covid aussi, puisque c'est pour la majorité de nos entreprises, on est sur des activités événementielles ou touristiques. Oui. Donc forcément, 2020, 2021, même 2022, ça a pu être un petit peu difficile, notamment pour aller voir des banques sur des projets d'innovation et de verdissement. Petite question de curieux pour terminer, ça représente combien de passagers ces bateaux-là, ces 150, alors il n'y a pas que des bateaux de transport de passagers, j'ai bien compris, mais c'est combien de passagers qui visitent Paris par le fleuve? C'est 9 millions. Par an, 9 millions. 9 millions. C'est en croissance? Vous êtes lié à la croissance du tourisme parisien, tout simplement? Il y a une légère croissance. Alors, je ne saurais pas vous dire si elle est proportionnelle à la croissance du secteur parisien. Mais oui, on est sur une croissance et on a des activités nouvelles aussi qui se développent. C'est-à-dire, typiquement, les petits bateaux de moins de 20 mètres, moins de 12 passagers, c'est une activité qui n'existait pas ou quasiment pas il y a 10 ans. Et qui est une des plus dynamiques aujourd'hui. Ouais. Dernière question, réponse rapide. Si je veux créer, alors ça doit être plein d'autorisations, etc., mais est-ce que je suis obligé de venir avec un bateau vert aujourd'hui pour travailler sur la Seine? C'est en train d'être le cas. D'accord. C'est en train d'être le cas. Le port de Paris, le port de l'Arsenal, qui dépend de la ville, sont en train de conditionner les appels à projets, puisqu'on est sur le domaine public, donc pour pouvoir exploiter, c'est le domaine public. Ils conditionnent les réponses, enfin les lauréats doivent venir avec des bateaux verts ou verdis. Ou hybrides. Merci beaucoup et à très bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Nelly Pitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice, cofondatrice de My Cosmetics, vous l'avez créée avec votre frère Mathieu Canson en 2018. Racontez-moi, c'était quoi l'idée de départ? L'idée de départ, c'était de proposer une approche différente du soin et du bien-être. Mathieu et moi, on est tous les deux des techniciens. Moi, je suis ingénieur, lui, il est développeur. Donc, on ne vient pas d'une école de commerce, on ne vient pas d'une école de marketing. Donc, nous, notre conviction, c'est de proposer des solutions à des besoins. Et donc, notre approche du soin et du bien-être, c'est de fournir les solutions aux consommateurs pour qu'ils puissent être eux-mêmes en capacité de fabriquer leurs produits de soins et d'hygiène, des produits qui soient vraiment adaptés à leurs besoins, à leurs valeurs, à leurs convictions. Le déclic, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? C'est tout simplement mes besoins en tant que jeune maman. Oui. J'ai eu mon premier bébé alors que j'habitais en Chine, confrontée à beaucoup de doutes sur la qualité des produits que je pouvais trouver dans le commerce. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de fabriquer moi-même mon liniment et les produits pour prendre soin de mon bébé. Et vous vous êtes dit, si ça marche pour lui, pourquoi pas pour moi, quoi. Oui, très vite, j'ai continué pour les produits de toute la famille. Okay. Et puis, c'est devenu un peu une révélation. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez? Comment je fais mes produits de beauté, de soins, d'hygiène, moi-même? Alors, concrètement, comment ça se passe? On vous fournit toutes les solutions de A à Z. Ça commence par une application mobile qui fournit la connaissance. Parce que les doutes qu'on a au départ, c'est comment je fais, comment je m'y prends, par quoi je commence. Notre application mobile, My Cosmetics, commence par un diagnostic pour vous aider à identifier vos besoins, vos vrais besoins, et à vous proposer des ingrédients et des recettes adaptées.
La deuxième étape, c'est la fabrication. Oui, parce que moi, je n'y connais rien, hein, donc j'ai un doute. Là aussi, on vous propose des solutions. Oui. On a à la fois des recettes très simples qu'on peut faire en quelques minutes avec 2 ou 3 ingrédients. Et pour aller plus loin et faire des compositions plus expertes, on a un robot, un mini laboratoire cosmétique qui vous permet en un clic et quelques minutes de fabriquer à la maison des produits cosmétiques experts. Je vais mettre les produits de base et le robot va les... Tout simplement, vous allez suivre la recette sur l'application mobile, elle va vous guider pas à pas et le robot va réaliser toutes les étapes de fabrication en contrôlant la température et le mélange pour avoir un produit vraiment professionnel, mais à la maison. Ouais. C'est quoi le modèle économique de My Cosmetics? C'est les produits que vous nous vendez, en fait? Oui, alors on a une démarche vraiment de démocratisation de cette approche différente de la cosmétique, avec énormément de contenu gratuit. Comme je l'ai dit, notre application mobile est gratuite et on fournit énormément d'informations, de connaissances pour faire découvrir toute cette puissance qu'il y a derrière. Mais on a un modèle économique derrière qui repose sur la vente des ingrédients pour réaliser ces recettes. Parce que c'est des ingrédients qui ne sont pas forcément faciles à trouver, surtout les ingrédients experts. Et nous, on va chercher des actifs cosmétiques vraiment puissants et efficaces et on les propose à nos utilisateurs sur notre application. Et au final, ça me coûte plus ou moins cher que des produits de beauté ou d'hygiène classiques? Ça coûte... en moyenne 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. Puisque vous ne payez que les ingrédients que vous utilisez, donc vraiment que la matière première. Et deuxième raison, vous évitez le gâchis, puisque vous allez fabriquer au fur et à mesure de vos besoins des produits vraiment adaptés, au lieu d'accumuler des flacons à moitié entamés dans les placards, comme tout le monde fait. Oui, effectivement. Donc, alors, vous faites la promotion du fait qu'il n'y ait pas d'ingrédients cachés, pas d'ingrédients inertes. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup dans les produits de beauté ou d'hygiène classiques? Tout à fait. Alors, un produit classique contient de l'eau, bien entendu, dans la plupart des produits cosmétiques, de l'eau qui va être transportée, qui va ajouter au poids du produit, donc au coût du transport, au volume de stockage, etc. Donc déjà, l'eau, quand on l'a à la maison, on évite... cela. On évite également tous les ingrédients qui sont ajoutés dans les compositions pour permettre une stabilité et une conservation sur de très longues durées, puisque les produits du commerce peuvent être stockés pendant plusieurs années sur les étagères des magasins, alors que quand on fabrique un produit à la maison et qu'on l'utilise tout de suite après fabrication, on peut avoir des formules beaucoup plus courtes, minimalistes et recentrées sur l'essentiel, sur les ingrédients vraiment actifs et efficaces. Merci beaucoup Nelly Pittet-Bonvent à My Cosmetics. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. À très vite, à demain pour un nouveau numéro.